Vous avez compris que ça me passionnait un peu. C'est assez passionnant parce que je les ai vus tous. J'ai eu la chance de pouvoir tous les interroger, sauf Arthur Notbar. Je les ai tous interrogés. Et par exemple, quand je parlais avec Bernard Guillemino, il vivait avec cette hantise. Il était en train de construire un moyen de transport qui n'existait nulle part dans le monde. Un jour, il me raconte, ils vont au Japon. On leur fait visiter un métro dit automatique. Il est automatique, mais il y a quelqu'un aux manettes, au cas où. Nous, on va en construire un sans personne aux manettes. Et donc, est-ce que les gens vont oser le prendre? Est-ce que les gens vont oser confier leur vie à un tel moyen de transport? Et donc, la grande angoisse, elle était double. Premièrement, que ça ne marche pas, et deuxièmement, que les gens n'en veuillent pas. Et donc, confronté à cette idée qu'il fallait attirer les gens, eh bien, ils ont commencé à faire des efforts pour que ça soit attractif. Et du coup, on a commencé à réfléchir à habiller les stations. Alors, ce n'était pas du tout prévu, c'était des grandes boîtes au départ, protégeant de la pluie et du froid, et c'était déjà très bien. On a eu l'idée de confier un tout petit budget à des architectes pour habiller les stations. Elle était construite, on va l'habiller pour qu'elle soit un peu plus attractive. Et c'est comme ça que finalement arrivent des architectes et des artistes et qu'on devient presque le premier métro au monde. Il y a le métro, il y en a un à Montréal, presque le premier métro au monde où il y a des œuvres d'art dans les stations. On l'oublie parce que on a l'habitude, on les regarde peut-être plus tout à fait. Il y en a quelques-unes qui ont pas mal vieilli, mais c'était une innovation tout à fait extraordinaire. On s'occupe